Et si la clé de l'avenir de l'Afrique se trouvait en fait dans son passé le plus lointain? C'est une idée assez radicale et c'est celle qu'on va explorer aujourd'hui. Plusieurs sources nous invitent à voir l'Égypte ancienne, Kémet, non pas comme une simple relique de musée, mais comme un véritable modèle, un plan concret pour le développement du continent aujourd'hui. Cette question, elle est vraiment au centre de tout. Parce que les sources qu'on va décortiquer ensemble, eh bien, elles viennent complètement bousculer notre vision classique du progrès. C'est une invitation à remettre en question à peu près tout ce qu'on croyait savoir sur les débuts de la civilisation, de la science et du développement. Alors, pour bien saisir l'argument, il faut commencer par le commencement. Quel est ce récit historique dominant que les sources veulent, justement, déconstruire? Voilà, ça, c'est l'histoire qu'on connaît tous, n'est-ce pas? La civilisation, la philosophie, la science, tout commencerait avec la Grèce et Rome. C'est le point de départ classique. Mais ce que nos sources nous disent, c'est que cette vision, aussi influente soit-elle, est terriblement incomplète. Et surtout, elle pose un vrai problème quand on essaye de l'appliquer partout dans le monde, et tout particulièrement en Afrique. Alors justement, voyons un peu les conséquences de ce modèle très centré sur l'Occident. Selon les sources, le fait d'avoir adopté ce paradigme qui vient de l'extérieur a eu des effets profonds et pas toujours positifs sur le continent africain. Et là, on touche à un point vraiment crucial, la différence entre deux types de développement. D'un côté, ce que les sources appellent le développement approprié. En gros, on prend des modèles occidentaux et on les plaque sur l'Afrique. Et de l'autre, le développement endogène, qui lui va chercher ses propres solutions, ses propres stratégies, dans sa propre histoire, dans sa propre culture. L'idée forte ici, c'est que le sous-développement de l'Afrique ne serait pas une sorte de fatalité, mais plutôt la conséquence d'avoir trop misé sur le premier modèle au lieu de cultiver le second. Et pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple de la langue. Cette citation de l'écrivain Haï Cuir Arma est très parlante. Il met le doigt là où ça fait mal. Les langues européennes, utilisées par les élites, créent une division au sein même de la société africaine. On voit bien ici que la langue, ce n'est pas juste un outil pour communiquer, c'est présenté comme un véritable instrument de division. Et l'impact de cette division, il n'est pas seulement symbolique, il est bien réel, bien tangible. Ce n'est pas qu'une affaire de culture. Concrètement, ces barrières linguistiques, elles freinent les échanges économiques, elles morcellent les marchés et au final, elles empêchent la création d'un bloc économique vraiment uni et puissant. Dans la même veine, la mondialisation est aussi vue d'un œil critique. Loin d'être le partenariat gagnant-gagnant qu'on nous promet parfois, elle est décrite comme un système un peu asymétrique. Un système où l'Afrique exporte ses matières premières brutes pour un gain finalement minime, ce qui, au bout du compte, ne fait que perpétuer une certaine dépendance économique. Alors, face à tous ces défis, quelle est la solution proposée? Eh bien, elle est plutôt audacieuse. Il s'agit de se tourner vers l'intérieur et vers le passé. L'idée, c'est de replacer l'Égypte ancienne, Kémet, au centre même de l'histoire et de l'identité africaine. Et cette citation du grand savant Cheikh Anta Diop, elle est vraiment la clé de voûte de toute cette pensée. Attention, il ne s'agit pas du tout de nostalgie, de vouloir revenir en arrière, non. C'est une véritable stratégie pour l'avenir. L'idée, c'est que pour se renouveler culturellement et scientifiquement, l'Afrique doit d'abord se réconcilier avec son histoire, avec cet héritage kémétique. Et ça nous amène directement à une question souvent débattue. Qui étaient les anciens Égyptiens? Les sources qu'on étudiait sont très claires là-dessus. Elles affirment, en se basant sur des arguments linguistiques, biologiques et sur des témoignages d'époque, que Kémet était une civilisation noire africaine, et que son héritage a été, en quelque sorte, intellectuellement arraché au reste du continent par les historiens qui ont suivi. D'accord, mais pour que tout ça ne reste pas trop abstrait, les sources prennent en exemple très précis le système de connaissances de Kémet, et plus particulièrement ses bibliothèques. Et là, on a une parfaite illustration du changement de perspective. On a souvent appris que le père des bibliothèques, c'était Aristote. Eh bien, les sources qu'on explore nous disent « Attendez une minute ». Elles affirment que les vraies racines de cette pratique sont bien plus anciennes et qu'elles se trouvent en Afrique, à Kémet. Cette chronologie, elle parle d'elle-même. Regardez bien, on voit que des millénaires, je dis bien des millénaires avant les bibliothèques d'Assyrie ou l'arrivée d'Alexandre, Kémet avait déjà toute une tradition littéraire, tout un système d'archives super sophistiqué avec des classifications de savoir. Et ce n'est pas un détail, il y avait même une déesse, Séchéite, dédiée à l'écriture et aux bibliothèques, la dame de la maison des livres. Ça nous montre à quel point la connaissance était centrale dans cette société. Ce n'était pas juste une tâche administrative, c'était une véritable quête, à la fois spirituelle et culturelle. Remède pour l'âme. C'est incroyable, non? C'était la devise inscrite à l'entrée de la bibliothèque du Ramesséum.
Bien avant qu'on ne voie les bibliothèques comme de simples entrepôts de livres, à Kemet, on les voyait comme des lieux de guérison pour l'esprit. C'est une vision extraordinairement profonde. Et accrochez-vous bien à ce chiffre, 80 000. C'est le nombre estimé d'étudiants qui fréquentaient le temple université d'Hipatissout. 80 000. Ça donne une idée de l'échelle absolument massive de l'éducation à Kemet. On est très loin de l'image d'un savoir réservé à une petite élite de scribes. Bon, c'est fascinant de voir tout ça, mais la question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce que ces concepts si anciens pourraient servir de modèle concret pour aujourd'hui? Alors, une des propositions, c'est de s'inspirer du Père Ankh, la maison de la vie. Il ne faut pas voir ça comme une simple université. C'était bien plus un centre du savoir dont la mission principale était de créer des connaissances utiles, des connaissances pratiques, pour servir directement la société. Et pour faire fonctionner ce Père Ankh, il y avait les Shemsu. C'est l'idée d'une sorte de famille intellectuelle, un collectif de savants qui travaillent main dans la main. C'est un modèle de recherche collaborative, vraiment tourné vers l'action, avec un but, résoudre les problèmes concrets de la société. On se souvient du problème des langues dont on parlait tout à l'heure? Eh bien, voilà une proposition pour le résoudre, créer une langue concentrique. L'idée est assez géniale. On part de la racine de la langue de l'ancienne Kemet et on y fusionne des éléments des langues africaines d'aujourd'hui. Le but, créer une nouvelle langue panafricaine, un véritable pont pour unifier le continent au-delà des divisions de l'époque coloniale. Ce tableau, il est juste bluffant. Regardez la colonne de gauche, le système des mystères de Kemet. Et maintenant celle de droite, les 7 arts libéraux qui sont à la base de notre éducation occidentale. Grammaire, rhétorique, logique, géométrie, c'est quasiment un copier-coller. La correspondance est quasi parfaite. Ça suggère très fortement une filiation directe, un héritage qui a été, disons, un peu oublié en cours de route. Et on arrive au cœur du sujet. Tout ceci nous montre que l'histoire, la façon dont on la raconte, ce n'est vraiment pas qu'une simple discussion d'experts. Contrôler le récit du passé, c'est un enjeu absolument fondamental pour dessiner l'avenir. Et voilà la vision d'ensemble, parfaitement résumée par Cheikh Anta Diop. L'idée n'est absolument pas de copier le passé à l'identique. C'est de faire de l'Égypte ancienne un socle, une référence culturelle et intellectuelle, exactement de la même manière que la culture occidentale se tourne constamment vers ses racines gréco-romaines pour se comprendre et avancer. On va se quitter sur cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Parce qu'au final, tout se résume à ça. Qui a le pouvoir de raconter l'histoire? Celui qui contrôle le récit du passé contrôle aussi les possibilités de l'avenir. C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde un peu.